Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans la Gouline numéro 4, une émission un petit peu spéciale ce soir puisque notre cher Adam n'est pas là. C'est non sans joie que je profite de tout cet espace et que j'accueille ce soir deux observatrices et un observateur de l'OALP, l'Observatoire angevin des libertés publiques, constitué il y a quelques années pour observer le bon déroulement ou le mauvais déroulement des manifestations à Angers, le comportement des manifestants et le comportement des forces de l'ordre. C'est une structure associative qui va nous être présentée donc par Frédéric, Brigitte et Patrick. Qui vont m'accompagner dans un long entretien qui va durer toute l'émission. Donc, bienvenue aux personnes qui sont déjà sur le chat. Je vois Tristan Burb de Cacahuète, CD Delruche, Lika, Abraham Lincoln, CD Delruche, je l'ai déjà dit, Afourage. Voilà. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je vais essayer de jongler avec le chat, avec les trois personnes qui interviennent ce soir et que j'ai donc le plaisir d'accueillir à distance, mais d'accueillir quand même, et que je laisserai donc se présenter. Voilà, vous pouvez les voir maintenant en direct sur notre émission La Gouline, émission que vous pouvez d'ailleurs écouter sur une plateforme en replay de podcasts comme Spotify, Deezer, sur YouTube aussi. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager cette émission, quand bien même le direct serait passé, ce sera toujours possible voilà. Donc on est aussi aidé grâce à cette émission a lieu grâce aussi à Somat, qui fait un travail formidable de technique, puisque ce n'est pas évident d'avoir une technique qui permet à quatre personnes d'intervenir à distance sur quatre appareils différents sur le même flux vidéo. Donc il y aura peut-être quelques adaptations qu'on devra faire, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à faire part au niveau du chat des retours que si vous nous entendez bien, si vous entendez bien chacune et chacun. Et puis voilà. Donc je vais maintenant vous passer la parole à vous trois, nos invités. Donc Frédéric, pour l'instant, on ne vous voit pas, mais ça ne saurait tarder. Oui, voilà, bah, voilà, on vous voit tous les trois. On vous entend, je pense aussi. Alors bonjour à tous les trois. Je vous laisse vous présenter dans l'ordre que vous le souhaitez. Brigitte, vas-y. Voilà. Bonjour à tous les auditeurs. Brigitte Baldenberger, je suis militante de l'association Attaque France et je participe donc assez activement au comité local angevin qui s'appelle logiquement Attaque 49. Et c'est dans ce cadre que je me suis joint à Frédéric de la LDH et qu'on a été rejoint par des membres de l'ACAT. Donc, faut pas être dyslexique entre attaque et ACAT pour monter l'Observatoire angevin des libertés publiques. Merci beaucoup Brigitte. Ensuite Frédéric, donc vous avez été mentionné par Brigitte, vous êtes à la Ligue des droits de l'homme, c'est bien ça? Alors, moi, je suis Frédéric Didlot. Oui, je suis membre de la Ligue des droits de l'homme depuis très longtemps. Et donc, à la section de Angers et Maine-et-Loire. Et du coup, j'ai participé à l'idée de monter cet observatoire angevin des libertés publiques. On a commencé en 2020 et puis après, en fait, on a eu notre route qui a vraiment démarré en 2022. D'accord. Et Voilà. Patrick, donc vous êtes aussi membre d'une des trois associations fondatrices de l'OALP, j'imagine. Oui, alors moi je m'appelle Patrick Stéphan, donc je suis aussi membre de la LDH Angers Maine-et-Loire depuis presque 2 ans, enfin 2 ans maintenant, ouais. Voilà. Et puis j'ai intégré il y a 2 ans l'Observatoire angevin des libertés publiques. Donc je ne suis pas membre de la troisième association
qui est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. D'accord. Merci d'être présente et présents tous les trois ce soir pour nous présenter votre démarche, qui est donc une démarche, si j'ai bien compris, avec l'Observatoire angevin des libertés publiques, une démarche complémentaire de votre engagement associatif à Attaque France ainsi qu'à la Ligue des droits de l'homme. Tout simplement, euh, est-ce que vous pouvez présenter justement l'Observatoire angevin des libertés publiques, nous dire s'il y a des équivalences qui existent ailleurs qu'à Angers, et nous présenter en quelques mots justement la démarche et les initiatives de cet observatoire. Priorité à Brigitte, puisque vous avez parlé en premier, je vous laisse la parole. L'Observatoire est né vraiment sous l'égide de Frédéric de la Ligue des droits de l'homme, à partir d'un groupe qui s'était construit dès 2015, au moment où les lois dites issues de l'état d'urgence ont commencé à restreindre les libertés publiques, la liberté de manifester. Et il se trouve qu'en 2018 et 2019, au moment des manifestations des Gilets jaunes, on a eu vent encore davantage de formes de répression de leurs manifestations qui nous ont conduits à penser que ça serait bien de fonder un observatoire. Alors Frédéric connaissait l'existence de ces structures puisque la LDH avait favorisé la formation d'observatoires des libertés publiques dans une petite dizaine de villes en France. Et elle nous a proposé de nous attaquer à la mise sur pied d'un observatoire. Alors, personnellement, je ne suis pas observatrice, je suis du côté de l'administration, de l'organisation. Et on a commencé par se former, s'informer. On voulait faire des choses très officielles, très objectives. On ne voulait pas du tout une structure polémique. On pensait au contraire qu'un observatoire des libertés publiques permettrait de documenter notamment le maintien de l'ordre en manifestation, comment se déroulaient les manifestations à l'échelle locale, et que c'était intéressant et important de le faire sans enjeu polémique. Une des difficultés a été donc de monter la structure, de trouver des partenaires, de trouver aussi des observateurs. Et c'est à ce moment-là qu'un membre de l'ACAT, l'association l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui avait travaillé sur des sujets assez proches, s'est proposé de nous rejoindre et nous apporte très régulièrement des avis ou des compétences très éclairantes. Lui non plus n'observe pas, mais il y a du travail pour tout le monde dans l'organisation de ce collectif. Au fond. Patrick, si vous m'entendez, Oui. est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez justement, vous êtes entre guillemets nouveau dans cet Oui. engagement. Depuis 2 ans, vous êtes à la Ligue des droits de l'homme. Vous avez assez rapidement, après ça, rejoint l'Observatoire angevin des libertés publiques. Vous avez découvert une structure qui était déjà en place. Est-ce que vous aussi, comme l'avait souligné Brigitte, vous avez bénéficié d'une formation, d'information pour justement cette implication dans l'Observatoire? Oui, donc quand j'ai adhéré à la Ligue des droits de l'homme, donc j'ai appris qu'il y avait un observatoire des libertés publiques et à quoi il servait. Donc comme j'étais manifestant pour la réforme des retraites à peu près au même moment et que j'ai vu des dérives, je me suis dit, tiens, voilà une bonne idée que de rejoindre cet observatoire. Donc j'ai fait acte de candidature et j'ai passé un entretien, d'ailleurs c'était avec Frédéric, pour connaître mes motivations. Alors de là, j'ai été donc accepté comme candidat à l'Observatoire et j'ai eu une formation donc d'une journée sur le but de l'observation, les techniques et la finalité de l'Observatoire. Est-ce que vous pouvez Oui. revenir sur la genèse de,
de l'OALP. Voilà, je pense que cette fois, on vous entend. Alors là, j'ai join room with Tamara. Alors, c'est ça du coup, je suis dans la même pièce que Brigitte maintenant. Alors, du coup, oui, je parlais de la genèse de l'observatoire. Donc, pour dire qu'au début, on avait déjà travaillé quelques années avant donc, sur les notions d'état d'urgence, etc. Et que du coup, pour nous, on avait une sensibilisation à ça, on avait un petit peu travaillé là-dessus. Et par contre, moi, en tant que membre de la LDH, j'avais eu l'information comme quoi, du coup, il y avait des observatoires qui s'étaient montés dans d'autres villes, notamment à Montpellier, à Toulouse, etc. Et il y avait Ariel Halimi qui travaillait beaucoup avec la LDH pour parler, voilà, pour solliciter les sections pour avoir des observatoires. Et sur Angers, bon, il y avait effectivement le début des manifestations, notamment les manifestations contre la loi travail. Et sur Angers, il y avait quand même eu des phénomènes qui nous avaient un petit peu interrogés, notamment des gardes à vue d'étudiants qui décidaient de lancer cet observatoire. Et donc, on avait commencé une réunion en janvier 2021, donc ça date un petit peu. Et il y avait un certain nombre d'associations qui étaient venues. Et puis, certaines avaient dit: «Ben, ça nous intéresse, mais on n'a pas les forces pour pouvoir travailler là-dessus» et notamment, parmi, les associations, il y avait la TAC et puis après il y a eu ACAT qui nous a rejoints. Voilà et et au début, on n'était pas suffisamment, nombreux, suffisamment formés pour pouvoir aller en observation. Et puis après, on a été rejoints par un certain nombre de personnes qui, eux, étaient, prêts à se former, motivés pour être présents en manifestation. Et là, du coup, en 2022, on a commencé à être présents en manifestation. D'accord. Vous avez beaucoup évoqué le pourquoi, c'était l'objet de mes premières questions. Nous allons maintenant explorer le comment. Comment vous exercer finalement ce travail d'observation. Et je vais vous poser une première question assez simple qui peut avoir une réponse très longue, hein, il n'y a pas de problème si vous voulez détailler sur les différents processus à l'œuvre. C'est comment se déroule une observation, comment vous envisagez une observation de manifestation, de rassemblement. Vous pouvez à partir du choix que vous opérez vis-à-vis de telle ou telle initiative, rassemblement, manifestation que vous souhaitez observer, le travail préparatoire et puis le jour même, comment vous vous comportez, on va dire, dans l'observation, dans la manifestation pour mener à bien cette observation. Patrick, vous avez vous-même été impliqué dans le travail d'observation, peut-être pas directement en tant qu'observateur, mais voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le déroulé? Oui, donc bon, soit l'observatoire ou alors les organisateurs de la manifestation décident qu'il y ait donc une observation sur un événement particulier. Donc on regarde quelques jours avant les recueils des actes administratifs de la préfecture pour voir s'il y a des limitations, des interdictions, des choses comme ça. Donc, au sein de l'observatoire, Frédéric demande: «Ah tiens, on observe tel jour, à telle heure, dans tel contexte, qui est disponible?» Donc, les observateurs répondent: «Je suis disponible» ou «Je ne suis pas disponible», voilà. Donc il faut qu'on soit une équipe de 3 observateurs pour qu'on puisse, se constituer en équipe d'observation. Et aussi, fait important, on demande d'avoir la couverture d'un avocat. Parce que bon, malgré le fait qu'on soit observateur et que notre statut, d'observateur, soit reconnu, on n'est quand même pas à l'abri, de finir en garde à vue, à un moment donné ou à un autre, parce que, comment dire? Des policiers auraient fait du zèle. Donc voilà, donc il faut une décision d'observer, 3 personnes pour observer, la couverture d'un avocat
et donc on se lance dans l'observation. Donc on se rassemble une demi-heure environ avant l'observation, avant le début de l'événement, et donc on se répartit les rôles. Donc sur les 3 observateurs, il y en a un qui prend des notes vocales, donc sur un téléphone ou un enregistreur, un deuxième qui est à la photo et à la vidéo, et le 3e observateur assure la sécurité des 2 premiers. Parce que bon, quand les 2 sont occupés, soit à enregistrer ce qu'ils voient ou à photographier ou à prendre des vidéos, ils peuvent se mettre en danger, ils n'ont pas forcément la vision de ce qui se passe autour. Donc le rôle du 3e, c'est de protéger l'équipe en fait. Et justement, vous avez dit que vous avez pris un certain temps avant de constituer une équipe pour pouvoir mener à bien ces observations. J'imagine effectivement qu'il faut un minimum de formation, un minimum de réflexe, un minimum de pratique et de gestes à respecter pour mener à bien ces observations. Et vous avez fait une première réunion en janvier 2021. Frédéric, quelle est la première manifestation que vous avez couverte et que vous avez observée? Alors, la première manifestation, c'était en 2022. Alors, je ne sais plus quand exactement. J'ai plus le rapport sous les yeux. Si vous l'avez, vous pouvez me donner une anti-sèche. Patrick, tu vas peut-être pouvoir. Parce que du coup, là, je ne suis pas tout à fait dans mon environnement. Donc, en 2022? Oui. Mhm. Je vais regarder sur le rapport. Donc, du coup, c'était en 2022. On a commencé relativement tranquillement au début. Les manifestations étaient relativement sereines. Le Il me 26 semble que février, 26 c'était un février marche pour le 2022. climat. Et du coup, voilà, au début, c'était avant les manifestations contre la réforme des retraites. Donc, Oui. c'était relativement calme, c'était bien. Ça nous a permis effectivement, comme vous avez dit, de prendre des réflexes, de savoir qu'on était à 3, de pouvoir compter les uns sur les autres et apprendre à faire des notes. Et puis, en fait, bon, effectivement, ce qui est important, ce qui paraît très essentiel, c'est effectivement d'être présent en manifestation. Si on n'a pas ces informations-là, on ne peut rien faire. Mais en fait, quelque part, au niveau, comment dire, temps d'investissement, c'est pas le plus long. Le plus long, c'est tout ce qu'on fait derrière, en fait. C'est après, il faut écrire un minutier, c'est-à-dire que on a une trame, on fait déjà une petite synthèse, un petit résumé, on remet les temps qui sont passés, les parcours, et puis on rédige tout ce qui s'est passé un petit peu, alors minute par minute, pas tout à fait, mais au moins étape par étape. On est passé par telle rue, on avait tant de policiers, tant de gendarmes, tant d'agents de la police municipale. Ils étaient habillés de telle façon, ils avaient leur RIO pour, enfin, pas pour la police municipale, puisqu'ils ne sont pas obligés de le porter, mais voilà, qui portait le RIO, qui ne le portait pas, quelles armes ils avaient, est-ce qu'ils n'en avaient pas, est-ce qu'ils étaient en tenue légère ou en tenue de maintien de l'ordre, etc. Et tout ça, il faut vraiment qu'on le reporte minute par minute, et avec les photos, avec les vidéos, qu'on reporte les temps de vidéo. Donc voilà, c'est un petit travail qui paraît et qui est beaucoup moins fun que d'aller en manifestation et d'observer. Et ça prend du temps. Donc un gros travail conséquent à l'observation en elle-même. J'ai 2 questions du chat. Donc vous avez dit Patrick, que vous êtes 3 observateurs, une équipe de 3 observateurs avec donc une personne qui prend des notes vocales sur un dictaphone, j'imagine, une personne qui prend des photos et des vidéos, et une personne qui assure la sécurité des 2 premières personnes. Donc cette équipe de 3 avec la couverture d'un avocat, est-ce qu'il y a des cas de figure où vous êtes plus nombreux que 3? Est-ce que c'est un minimum? Est-ce qu'il vous arrive d'être plus nombreux que 3 observateurs dans une manifestation? Alors donc, il peut y avoir plusieurs équipes de 3, oui. Vous pouvez faire plusieurs équipes de 3, mais vous restez Alors sur des équipes de 3. oui. D'accord. Et j'ai aussi... C'est arrivé. Oui, Frédéric? Il est arrivé qu'on intègre une 4e personne, notamment des personnes qui sont en formation.
Les D'accord. personnes qui n'ont pas trop l'habitude, des fois on était 3 plus 1, à 4 ça fonctionne bien aussi. Mmh. Mais ça a été Ouais, rare, hein, qu'on fasse, enfin moi j'ai ouais. pas souvenir sur Angers qu'on ait fait 2 équipes de 3, qu'on était suffisamment nombreux. On l'a fait, mais en ce qu'on appelle en inter-observatoire, avec d'autres équipes D'autres d'autres villes. comités, d'autres villes, d'accord. J'ai une autre question. Est-ce que les rapports sont publics? Est-ce que justement vous produisez un rapport suite à chaque manifestation que vous observez? Est-ce que ces rapports d'observation sont publics avec justement ce que vous avez fait référence, le minutier, étape par étape, rue par rue, événement par événement? Est-ce qu'il y a une trace publique que vous avez décidé de rendre publique de cette... c'est une question du chat. Je la pose à Frédéric, hein, de ce fait. D'accord. Alors du coup, ce que je viens de vous décrire, ça s'appelle ce qu'on appelle nous les minutiers, D'accord. c'est-à-dire ce qu'on décrit, minute par minute. Ça reste vraiment en interne, c'est sur un cloud et puis, on a des sauvegardes. Heu et donc ça reste vraiment en interne. On le diffuse pas. Éventuellement, on peut, enfin, je sais que les autres observatoires ont déjà été sollicités par des avocats, si jamais, il y a, une procédure, judiciaire qui est en cours, heu, ça peut faire preuve, ce qu'on a noté, ce qu'on a dit, nos vidéos, nos photos peuvent être diffusées, mais à un avocat. En aucun cas, ça va être diffusé directement comme ça à la presse. Ce qu'on diffuse, alors c'est, Brigitte vient de quitter la pièce, mais du coup, ce qu'on diffuse, c'est ce qu'on a préparé, ce qui nous a pris du temps à préparer aussi. C'est ce qu'on appelle cette fois le rapport d'observation. On a fait un rapport sur nos 2 premières années d'observation, sur 2022-2023 et ça évidemment, c'est public et c'est-à-dire qu'on essaie de faire une petite synthèse de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu et essayer de pointer un certain nombre de faits. En tant qu'observateur, en tant que participant à l'Observatoire angevin des libertés publiques, euh, comment vous êtes accueilli dans les manifestations, que ce soit les premières manifestations auxquelles vous avez participé en tant qu'observateur ou que ce soit les suivantes? euh, Est-ce que vous avez été bien accueilli, que ce soit par les manifestants ou par les forces de l'ordre? Oui, alors je peux dire que j'ai été bien accueilli, oui. Donc nous sommes facilement repérables aussi, hein. Donc en manifestation, une équipe de 3, nous portons une chasuble blanche et moi quand j'ai intégré l'observatoire, on commençait déjà à être connus, à la fois, des organisations, qui manifestent, des manifestants et des forces de l'ordre. Alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, c'est que quand on commence, une observation, on se présente aux forces de l'ordre, au chef du dispositif. Donc pour leur dire, «Nous sommes là, nous observons et nous demandons à rencontrer le chef du dispositif pour, nous présenter et que tout soit en ordre». Et donc on est aussi, bien accueillis par les manifestants. Moi j'ai jamais eu, de manifestation, bon à part, de temps en temps quelques petites remarques désagréables de forces de l'ordre, mais bon, dans mon cas ça a pas été, extraordinaire. Vous parliez des chasubles blanches Oui, que vous portez. Je crois oui et justement, Frédéric, vous en avez une. Voilà, si vous pouvez la voilà. montrer à l'image. Voilà, donc Voilà. vous Alors du coup, c'est à l'envers, je sais c'est pas à si l'endroit pour la nous. Pour technique Non, me non, fait. on le ceux voit bien, qui hein. regardent l'émission, c'est à l'endroit, il n'y a pas de souci. Ah Observatoire d'accord. angevin des libertés publiques. Donc c'est effectivement pour les angevines et les angevins qui regardent cette vidéo, ça peut effectivement rappeler certaines scènes, puisque vous êtes souvent au contact des cortèges, au contact des forces de l'ordre, évidemment en tant qu'observateur. Et donc, Frédéric, vous évitez toute interaction ou vous êtes aussi dans l'interaction avec que ce soit les manifestants ou les forces de l'ordre? Alors, on
on a normalement une position de neutralité, c'est-à-dire que nous ne sommes pas manifestants. D'ailleurs, nous avons théoriquement, alors des fois c'est pas toujours facile quand on se retrouve au milieu du cortège, mais normalement on est un petit peu à l'extérieur. Généralement, on est plutôt en avant, de façon à être bien distinct des manifestants. On évite d'interagir avec les manifestants. Quand ils viennent nous voir, souvent, on a pas mal de questions, nous demander qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Ben, à ce moment-là, on leur répond. On a une petite carte, on leur donne, mais on essaie de... Alors, si vous nous croisez, hein, on est assez froid et assez distant, du coup. On donne la petite carte et on dit, si vous êtes intéressé, vous nous recontactez un peu après. Avec les forces de l'ordre, on se présente. À chaque fois qu'on a un début d'observation, dès qu'on voit les forces de l'ordre qui sont présents, on se présente à eux. On demande à voir la personne en charge du commandement, de façon à dire, ben voilà, on est là, on est présent, on va filmer, on va prendre des photos et faites attention à nous, quoi. On va être au milieu, on va être à côté de vous. On a un petit peu une position qui est assez analogue à celle de la presse. Ça nous arrive assez souvent quand ils sont là d'être à côté d'eux. Par contre, on n'intervient pas. C'est-à-dire que même s'il y a une charge, s'il y a quoi que ce soit, nous, on a un rôle neutre. Donc, on fait en sorte de ne pas interagir, de ne pas gêner les mouvements. Alors, ça peut être difficile, effectivement, pour des gens qui veulent nous rejoindre, parce qu'on leur explique, quand on voit quelque chose, on n'intervient pas, on n'interagit pas avec la police, on les interpelle pas, on leur donne rien on leur dit rien, quoi. Ce qui peut être assez problématique, quoi qu'on voit. Pour l'instant, on n'a pas été amené à voir de choses difficiles, mais voilà, si jamais ça nous arrivait, on se doit d'être neutre. Quel type de relation entretenez-vous avec la police et gendarmerie hors manifestation, puisque vous avez évoqué les relations que vous avez pendant les manifestations? Est-ce que vous entretenez des relations, et si oui, de quel type, avec la police et la gendarmerie en dehors de la manifestation? Et ça peut être aussi des relations avec la préfecture, par exemple. Oui, alors donc en dehors des manifestations, en dehors des observations, on n'a pas de relation avec les forces de l'ordre, mis à part l'envoi du rapport 2022-2023 qui a été rédigé, qui a été envoyé donc à la préfecture, à la direction de la police du Maine-et-Loire et aux autres autorités. En même temps que la presse, hein, les différents acteurs ont reçu le même rapport. Mais sinon, on n'a pas plus de relations. Si peut-être aussi, Frédéric, lors de la création de l'Observatoire, vous aviez écrit donc au préfet pour dire qu'il y avait constitution de l'Observatoire et à la direction de la sécurité publique du Maine-et-Loire. Et donc là, ça a été la première fois d'ailleurs, la première interaction avec les forces de l'ordre. Alors, Frédéric, Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous raconter ce premier lien, cette première relation avec les forces de l'ordre et est-ce que vous avez eu une réaction de la part de la préfecture quand vous avez annoncé la création de cet observatoire? Alors, on a envoyé un courrier à la préfecture. On a envoyé un courrier effectivement au directeur des services de sécurité, le chef de la police, quoi. On a envoyé un courrier également au procureur de la République et on a envoyé un courrier à la mairie. Donc, on a envoyé un courrier à ces 4 autorités en leur disant qu'on était ouvert pour une rencontre. Il n'y a que la mairie d'Angers qui nous a contactés, qui nous a demandé une entrevue. Et du coup, on demandera peut-être à Brigitte, quand elle sera connectée, de raconter comment ça s'est passé. Et du coup, on a rencontré madame Jeanne Baer-Robinson, qui nous a expliqué comment elle faisait. Ça a été cordial, on n'était pas tout à fait sur les mêmes positions, mais ça a été tout à fait cordial et ça s'est bien passé. Et on a pu exposer voilà, ils ont écouté ce qu'on avait à dire et on a pu expliquer notre démarche. Il y a une autre question du chat de CD Delru. Dans quelles autres villes y a-t-il des observateurs? Moi, je peux répondre si vous voulez, j'ai la carte sous les yeux. Ah bah oui. Donc il y a Lille, Strasbourg, Paris, Seine-Saint-Denis, Rennes, Nantes, donc Angers,
Poitou-Charentes, qui regroupe plusieurs villes de la région, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille. Et ces observatoires, généralement, ce sont... le premier observatoire, quand est-ce qu'il s'est créé? C'est aussi à la même période, au moment de l'état d'urgence et de la remise en question de certains droits de manifester? Je ne Frédéric? sais pas répondre. Alors, je n'ai pas le timing exact, effectivement, je pourrais demander aux petits copains pour avoir des faits plus précis. Mais oui, c'est à peu près cette période-là. Un des premiers observatoires, c'était Toulouse et Montpellier. C'était vraiment les premiers observatoires. Puis après Paris, bien sûr. Alors, Afourage nous dit le rapport est passionnant d'ailleurs, hein, effectivement. Afourage, qui est évidemment un collègue d'Infoscope, qui était présent à la conférence de presse que vous aviez organisée en janvier. Et nous avions justement épluché ce rapport que vous avez rendu public, que vous avez envoyé à la presse ainsi qu'aux différents acteurs. Dans ce rapport, vous donnez un aperçu, par exemple, des minutiers que vous réalisez avec deux exemples. La manifestation du 1er mai 2022. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette manifestation où je crois qu'il y a eu un usage de gaz lacrymogène, ce qui est plutôt assez rare pour une manifestation du 1er mai où généralement ça ne s'inscrit pas, en plus en 2022, dans un mouvement de grève particulièrement tendu? Alors, bah, moi, j'étais observatrice, hein, ce jour-là. Mhm. Donc je peux expliquer un petit peu ce qui s'est passé. C'était bon, une manifestation classique, hein, du 1er mai en intersyndicale. Il se trouve que ce jour-là, le 1er mai tombait un dimanche et dans le contexte angevin, on a un contexte où il y avait encore l'Alvarium à ce moment-là, il me semble, hein. Je Mhm. sais pas, il ne devait pas être encore dissous. Hem Et donc l'Alvarium, est-ce que vous et du coup, pouvez le présenter, ce collectif, ce groupuscule identitaire, et puis comment vous le considérez, vous, à la Ligue des droits de l'homme et à l'Observatoire angevin des libertés publiques? alors il y a la Ligue des droits de l'homme et l'Observatoire, c'est un peu pas tout D'accord. à fait la même chose. Très bien. Alors, l'Alvarium, bah, c'est un groupe, bah, oui, comme vous l'avez dit, hein, d'identitaires, donc de groupe qui est, bah, très, très radicalisé. On a eu quelques interactions en tant que membre, en tant que Ligue des droits de l'homme, parce qu'on est allé à quelques procès, on a été, partie civile à plusieurs procès, notamment contre, hem François Aubergana, sur des propos, racistes qui ont été tenus, hein. Il y a eu les propos racistes et puis après il y a eu des actes, hein, des violences envers des personnes, bon qui leur plaisaient pas, on va dire. Voilà et puis, récemment aussi, il y a eu, alors c'était plus l'Alvarium, hein, il y a eu, un procès au moment, des manifestations et des tensions qu'il y a eu autour de la mort de Naël et il y a eu un certain nombre d'interactions entre alors les anciens de l'Alvarium, hein, et puis, des personnes et du coup, il y a eu, quand même ils sont partis en justice, du fait que ces personnes avaient, été, mmh, aïe, comment dire? Étaient relativement bien armés alors qu'ils devaient juste se défendre. Donc, ils n'avaient pas été condamnés en première instance, ils ont été condamnés en appel, donc je pense qu'ils vont aller en cassation. Donc pour l'instant, ils ne sont pas condamnés officiellement. D'accord. Et donc sur Voilà, ce donc 1er mai 2022, pour y revenir, il y avait oui, un climat particulier, propre à la ville d'Angers alors? oui, un petit peu, oui, il y avait et du coup, là, on était donc, place Saint-Bac. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une église Oui. qui, d'accord, et devant cette église, il y avait, des personnes justement de l'Alvarium, enfin ex-Alvarium, enfin bon voilà, qui étaient, identitaires, qui étaient bien connus d'une partie aussi des manifestants, qui se tenaient heu, devant l'église, heu, avant que le cortège démarre. Donc quand le cortège a démarré, le cortège est passé devant l'église, il y avait les forces de l'ordre qui s'étaient mis entre le parvis de l'église et le cortège.
Et à un moment donné, le cortège s'est arrêté. Il y a eu, le cortège a frappé dans ses mains en disant: «Nous sommes tous antifascistes», et il y a eu quelques lancers de bombes de peinture, vers l'église, voilà. Donc là, après, ça dure un petit moment, puis après ils sont partis. Et puis après, à la fin de la manifestation, quand la manifestation est revenue, devant, la Bourse du Travail, à ce moment-là, alors malheureusement, nous n'avons pas vu directement, mais nous avons recueilli les témoignages juste après, et nous avons également pu voir quelques vidéos. Heu, les personnes alors le cortège, une partie du cortège, au lieu de s'arrêter devant la Bourse du Travail, est remontée vers l'église, et à ce moment-là, il a été chargé, on peut dire ça, par, une partie, des personnes, des identitaires qui ont couru vers le cortège. À ce moment-là, il y avait très peu de forces de l'ordre. Ils ont été dépassés. Ils n'ont pas pu empêcher, l'interaction, en fait, et il y avait une personne de la BAC qui, bon, il y a eu des coups de matraque qui ont été donnés de façon indistincte sur les 2 groupes, et il y a eu un lancer de grenades lacrymo à main. Je ne sais pas si vous voyez des grenades qui se lancent, par la main, et ils ont lancé ça dans le cortège, et il y a une personne, une jeune femme qui l'a reçue dans le dos, et bon, la grenade s'est ouverte, donc ça a dispersé la foule, mais du coup, il n'y a pas eu, comment dire? Ça a été fait de façon un petit peu, indiscriminée, on va dire. Oui, Patrick, oui. Ouais, alors justement sur, le lancement de grenades à main là, de grenades lacrymogènes, donc on peut dire aussi que ce tir de grenade lacrymogène n'a pas été réglementaire, parce qu'une grenade à main doit être lancée au ras du sol et ne doit pas être lancée à hauteur. Pour finir sur cet épisode, justement, il y a Aforage qui demande: la police n'a pas protégé les identitaires comme on a pu l'entendre à ce moment. C'est une question qu'il pose. Frédéric, vous... Alors, nous n'étions pas présents au moment de la charge, hein, donc ça, on n'a pas pu, le filmer et le voir. Des témoignages qu'on a recueillis, et des vidéos qu'on a pu voir, en fait, l'impression qu'on a eue, c'est plutôt qu'ils ont été, ouais, débordés. Ils ont chargé effectivement, mais du coup, il y avait l'ensemble, hein. J'ai envie de dire, il y avait les identitaires et puis le cortège, et voilà, ils ont tapé de façon indistincte. Après, on ne peut pas en dire plus effectivement parce que nous n'étions pas présents. Est-ce que vous aviez entendu ou observé, en dehors du 1er mai 2022, d'autres altercations qui impliquent non pas les forces de l'ordre, mais des manifestants, en l'occurrence syndicaux, et du moins dans les cortèges syndicaux, et l'Alvarium ou d'autres groupes s'y afférents? Alors nous, notre rôle, c'est pas de regarder ça, c'est pas de regarder, les altercations qu'il peut y avoir entre 2 groupes. Heu, on regarde comment se passe le maintien de l'ordre. Là, typiquement, hem, lors de la manifestation du 1er mai 2022, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment, les forces de l'ordre ont pu faire en sorte d'éviter l'affrontement entre ces 2 groupes. Mhm. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Là, visiblement, ils ont été débordés. Après, voilà, après des affrontements, on sait qu'il se passe des choses, on connaît, l'Alvarium, on sait, voilà, ce qui peut se passer, mais quelque part, c'est plus le rôle de l'observatoire. Alors, il y a Fatriouk sur le chat qui livre un témoignage, du moins je le prends comme un témoignage. À Angers, on a vu 2 mouvements: l'augmentation du nombre de CRS et des pratiques plus violentes de la part des policiers, j'imagine. Peut-être pouvez-vous confirmer? Et aussi l'apparition de groupes de type Black Bloc qui peuvent occasionner des dégradations et détourner les cortèges. Est-ce que vous faites les mêmes observations et comment jugez-vous ces 2 mouvements? Patrick, est-ce que
vous allez dans le même sens que Fatriouk sur... Oui, 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 on voit que en 2023, il y a eu un usage intensif de la grenade lacrymogène. Oui, c'est réel. Et on a vu aussi, en effet, des groupes de Black Bloc semer le désordre avec en corollaire une réponse des forces de l'ordre qui n'a pas toujours été discriminée. Donc des tirs de grenades lacrymogènes qui ont à la fois atteint donc ces Black Blocs, en effet, mais aussi les manifestants pacifiques et voire des passants. Oui, c'est sûr que il y a ce que dit ce monsieur par le chat, on l'a vu aussi. Nous reprenons, il est 19h09 et nous sommes toujours en compagnie de Frédéric, Brigitte et Patrick, observatrices et observateurs de Angevin des libertés publiques, qui participent à des manifestations, non pas en tant que manifestants, mais en tant qu'observatrices, observateurs, pour constater le déroulement de la manifestation, le comportement des manifestants et en particulier des forces de l'ordre, le maintien de l'ordre, pouvoir justement le consigner dans un minutier qui est fait étape par étape, rue après rue d'une manifestation. Ça se passe à Angers. Et nous allons revenir avec Brigitte qui est de retour sur un épisode qui a été aussi lors des premiers, les premiers développements, du premier parcours de l'Observatoire angevin des libertés publiques, c'est que lorsque vous avez créé cet observatoire, vous avez fait connaître l'existence, la naissance de cet observatoire à plusieurs interlocuteurs institutionnels, et vous aviez eu une réunion avec la mairie d'Angers, qui était le seul, parmi d'autres institutions comme le procureur, la préfecture, c'était la mairie qui était la seule à vous recevoir. Comment s'est passé ce rendez-vous, Brigitte? Les responsables de la police municipale, et ils nous ont accueillis avec beaucoup d'intérêt. Ils se sont intéressés aux documents que nous avions apportés, notamment aux missions que se donnait l'Observatoire, et ils nous ont expliqué en retour quelle était l'implication de la police municipale lorsqu'il y avait organisation de manifestations ou de rassemblements au centre-ville. Elle est spécifiquement chargée de sécuriser les parcours et elle n'est pas chargée de maintien de l'ordre, en revanche, directement. L'échange a été extrêmement courtois des deux côtés. On avait un représentant de chacune des associations de l'Observatoire et nous, on a beaucoup regretté qu'il ne puisse pas y avoir un tel échange avec le directeur de la sûreté d'Angers ou le préfet, dans la mesure où la rencontre a vraiment permis d'éclaircir quel était notre objectif, quelle mission nous nous donnions, et d'entendre aussi ce que les représentants ou les responsables de la police municipale avaient à dire. Donc, c'est une des choses qu'on regrette, c'est qu'il n'y ait pas d'espace. On espérait qu'avec la publication du rapport de synthèse, on aurait peut-être une sollicitation par les autorités de la police. Et pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas été le cas. Alors, si je peux revenir sur les échanges de l'heure précédente, je voudrais souligner à quel point c'est compliqué d'avoir une équipe de 3 observateurs et encore plus d'avoir une équipe de 2 fois 3, ce qui pour nous est le rêve, c'est arrivé une fois, parce qu'il faut bien comprendre que quand une grande manifestation a lieu un mardi ou un jeudi, nos observateurs souvent sont des gens qui travaillent encore, qui sont encore dans la vie active. Donc comment est-ce qu'ils vont se libérer le mardi ou le jeudi, sauf à faire grève pour être observateurs? Quand c'est le samedi, nos observateurs ont une vie privée, les avocats aussi, et ils ne sont pas forcément tous disponibles en assez grand nombre le samedi. Et d'où l'intérêt pour nous d'élargir le plus possible le recrutement. Comme Patrick l'a expliqué, on est très vigilant lorsqu'on recrute des observateurs parce que la posture d'objectivité et de neutralité n'est pas forcément quelque chose d'évident à adopter. Mais lorsque les gens ont été formés et se montrent tout à fait capables de mener à bien une observation, on est très content d'être le plus nombreux possible. Voilà, c'était mon retour aussi
cet aspect du travail des observateurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que voilà, c'était les deux points moi, sur lesquels je voulais revenir, Il y a des que questions du je chat déplore que qu'on je n'ait pas vais. plus de contacts. Il y a des questions du chat que je vais relayer dans un instant, mais tout d'abord, Brigitte, étant donné que vous ne participez pas en tant qu'observatrice au sein des manifestations, mais vous faites un travail préparatoire et un travail consécutif aux observations, est-ce que vous pouvez nous détailler justement tout ce travail un petit peu de l'ombre, en plus des moments où vos collègues de l'observatoire portent leur chasuble, tout ce travail qui est fait dans l'ombre pour parvenir à, par exemple, le rapport que vous avez publié en janvier 2025? Charte de déontologie, ça a été la rédaction aussi des documents que les observateurs portent sur eux pour pouvoir témoigner de leur mission et de la raison de leur présence, si la police la leur demande. Le travail préparatoire, ça a été aussi de suivre toutes les formations proposées par la LDH, y compris les formations à l'observation, car même si je n'observe pas, je trouvais important de savoir dans quelles conditions les observateurs devaient et pouvaient travailler. Et l'une des choses que j'ai ramenées de ces formations, c'est que la règle numéro 1, c'est la sécurité des observateurs. Ils ne doivent jamais se mettre en danger eux-mêmes et surtout pas physiquement, même s'ils trouvent que c'est très important de couvrir absolument tel moment un peu difficile de la manifestation, par exemple. Et c'est quelque chose que nous relayons évidemment au moment de la formation des nouveaux observateurs. Le travail ensuite auquel on s'est attelé, alors avec Zoltán Zalé de l'ACAT, donc l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, ça a été de se dire, au bout de 2 ans, on a 12 minutiers qui ont été renseignés par les observateurs. Il faut qu'on en fasse une première synthèse. Bon, d'abord, pour que ce travail ne soit pas inutile et parce que pour la LDH, ce qui est intéressant, c'est de recevoir les synthèses de tous les observatoires de France. C'est de cette manière qu'elle peut faire un état des lieux des conditions dans lesquelles se déroulent les manifestations en France et des conditions dans lesquelles se passe le maintien de l'ordre. Et puis parce qu'on sentait que en 2023, au fond, 2022-2023, il y avait un tournant, comme l'a dit un des intervenants sur le chat. On est bien d'accord qu'il y a eu des manifestations de plus en plus importantes à Angers, avec des enjeux de plus en plus cruciaux sur le plan social. Et quand vous avez 10 à 20 000 personnes dans la rue, ce n'est pas du tout comme quand vous avez 2500 personnes pour une marche climat. Donc voilà. Ce que je peux préciser aussi, c'est que ce qu'on a constaté, nous, c'est une augmentation des effectifs de police, mais aussi une diversification de ces effectifs qui rendent leur identification parfois de plus en plus complexe pour les observateurs, dans la mesure où il faut arriver à identifier la gendarmerie, les CRS, la BAC, la police municipale, les différents types de policiers qui sont amenés à intervenir dans le maintien de l'ordre. Et nous, quand on a voulu reprendre la synthèse, enfin faire une synthèse des 12 observations qui avaient été conciliées dans les minutiers, on s'est rendu compte à quel point le travail des observateurs était compliqué. C'est des heures de travail de relire les minutiers, de faire un premier jet, de le soumettre à la personne avec qui on travaille en binôme. Ensuite, on a travaillé à 3. Et ensuite, tous les observateurs ont accepté de relire notre synthèse parce qu'il y avait des moments où, n'ayant pas été sur place, nous ne pouvions pas comprendre exactement ce qui était consigné dans les minutiers. Donc, c'était important qu'il y ait cet aller-retour constant entre ceux qui n'étaient pas observateurs, mais qui avaient le recul suffisant pour synthétiser les minutiers, et ceux qui étaient sur place et qui avaient rédigé les minutiers. Et je voudrais rendre hommage aux observateurs parce que ce travail de rédaction, d'enregistrement des photos et des vidéos, c'est un travail extrêmement long, minutieux, et on le mesure d'autant plus quand on en fait la synthèse.
Merci pour ce témoignage justement qui montre toute la complexité et en même temps tout l'intérêt, toute la richesse des rapports que vous produisez. Justement, au passage, est-ce que ce rapport, il y a une plateforme sur laquelle vous pouvez, on peut la retrouver puisque vous l'avez envoyée à la presse. Est-ce qu'elle est accessible aussi sur, par exemple, au hasard, le site de la LDH ou d'Attaque ou de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture? Eu à cœur de le rendre accessible sur le site. Et sur les sites de l'ACAT et d'Attaque, nous renvoyons très explicitement au site de la LDH. Et là, je crois que Frédéric pourra mieux parler que moi de ce site et de comment on accède au rapport. Alors, du coup, il est 2 fois le rapport. Il est une fois sur le site, sur le site local, sur le blog de la LDH 49 et il est également sur, le site de la LDH nationale. Au niveau des observatoires, il y a un site de la LDH qui regroupe, un certain nombre de choses, notamment les rapports des observatoires. Pour ça, vous tapez Ligue des droits de l'homme, vous allez tomber sur la page d'accueil et à peu près au milieu, vous allez voir Observatoire. Et là, vous cliquez dessus et vous avez toute la page. Je ne sais pas si vous pouvez la remettre dans le chat, je ne sais pas si possible. Oui, oui, un travail sera fait par au hasard Afourage 22 pour retrouver le site de la Ligue des droits de l'homme et la page sur le rapport de l'Observatoire angevin des libertés publiques. Euh, et Fatriouk est en train de chercher. Fatriouk qui justement posait la question il y a quelques minutes, sécuriser les parcours puisque vous mentionniez la police municipale qui n'a pas d'autre mission que de sécuriser les parcours lors des maintiens de l'ordre des manifestations, du maintien de l'ordre public. Est-ce que ça veut dire stopper la circulation en amont? Est-ce que c'est tout ce travail-là, justement, la sécurisation des parcours? Oui, Patrick, je vois que vous levez le doigt. La sécurisation des carrefours est majoritairement faite en effet par la police municipale. Alors les policiers nationaux, les motards qui sont en tête de cortège le font aussi, mais là c'est bien souvent enfin, le plus souvent la police municipale qui s'en charge. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre rapport, chacun et chacune qui est sur le chat sur Twitch pourra cliquer sur le lien que Fatriouk a partagé justement vers votre rapport. Mais il est question, et vous l'avez mis en exergue, sur le fait que les policiers municipaux d'Angers maintenant peuvent être équipés de lanceurs de balles de défense, c'est-à-dire de LBD, les mêmes armes certes non létales, mais qui peuvent être mutilantes. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui préside à une telle décision dans la dotation des agents municipaux d'une arme de ce type-là? Frédéric, je vous pose la question. Oui. Oui, alors nous, au niveau d'Angers, on n'a pas vu de port de LBD de la part de la police municipale. On ne l'a pas vu. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui leur autorise ça? Il y a d'autres polices municipales qui commencent à être de plus en plus armées. En fait, c'est la nouvelle loi sécurité globale qui a notamment ouvert les champs des possibles, enfin les possibilités et le périmètre d'action des polices municipales. Et justement, ce sera plus seulement faire de la circulation, mais potentiellement d'autres choses, et notamment des choses qui demandent des ports d'armes. Après, ce qu'il y a dedans, je ne sais plus. Il y a peut-être des gens sur le chat qui vont pouvoir détailler. Mais en tout cas, c'est cette loi-là qui a ouvert les choses.
Et puis, une question d'Afourage 22 qui me coupe l'herbe sous le pied, puisque j'avais tout à fait l'intention de la poser, cette question. Tout simplement, comment faire pour rejoindre l'Observatoire angevin des libertés publiques? Patrick, je vous laisse la parole, puisque vous-même, vous aviez fait la démarche et vous m'aviez parlé d'un entretien avec Frédéric. Est-ce que vous, pour l'avoir vécu, comment se passe cette intégration dans l'Observatoire angevin des libertés publiques, Al- comment les personnes qui nous écoutent peuvent vous filer un coup de main et participer à votre démarche. Alors, il faut déjà adhérer à l'une des 3 associations qui a créé l'Observatoire angevin des libertés publiques, donc soit la Ligue des droits de l'homme, section Angers, soit Attaque 49, ou soit la CAT, Angers. Donc, c'est déjà la première condition. Et puis, donc, une fois qu'on est adhérent d'une de ces 3 associations, on contacte l'Observatoire angevin des libertés publiques et donc on leur dit, écoutez, ça m'intéresse. Et donc c'est là que l'entretien est conduit par moi, c'était Frédéric qui avait passé l'entretien, mais je sais qu'il y a des observateurs qui ont été entretenus par 2 ou 3 personnes anciens de l'observatoire, donc ce qui permet de connaître leur parcours, leur motivation, etc. Et dans cet entretien, les personnes avec qui le candidat discute disent l'investissement que ça va être, hein. C'est l'investissement donc, de rédaction du minutier, la déontologie et les règles à respecter. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis donc, la personne donc après sera formée dans une session de formation donc à l'observatoire, à l'observation, donc qui est donc dispensée donc dans chaque observatoire et sera donc inclus en 4e, comme disait Frédéric tout à l'heure, en comment dire, en formation, donc avec une équipe d'observateurs sur une ou plusieurs observations. À partir de là, donc si tout fonctionne bien, la personne sera donc observatrice officielle quelque part de l'observatoire. Alors, une autre question du chat. euh, Quand vous aviez mentionné la loi sécurité globale, est-ce que cette loi vous empêche-t-elle de faire votre travail? Brigitte, est-ce que dans l'évolution de la législation, avec les lois d'urgence, avec les dispositifs de loi d'urgence qui sont passés dans le droit commun, avec la loi sécurité globale, on voit qu'il y a des restrictions des circulations et des manifestants et une forme de compression des manifestations. Est-ce que vous êtes empêché dans votre travail aussi par cette législation en tant qu'observateur, en tant qu'observatoire? En France, pour l'instant, et à Angers en particulier, non. On a noté des entraves parce que les forces de l'ordre ne vivent pas bien ou vivent de moins en moins bien le fait d'être observés. Donc, il y a des sortes d'entraves dont on pourra parler, mais on n'est pas gêné. En revanche, dans le schéma national du maintien de l'ordre, qui était pourtant une idée intéressante de Gérald Darmanin, euh, définissant clairement la manière d'encadrer les manifestations, les rassemblements, dans ce schéma national du maintien de l'ordre, les observateurs n'étaient absolument pas pris en compte. Et ça a été vraiment un combat de la Ligue des droits de l'homme d'obtenir, en portant l'affaire jusqu'au Conseil d'État, que les observateurs obtiennent les mêmes garanties que les journalistes. Donc, possibilité d'observer tout au long de la manifestation, de filmer, de prendre des documents photos que de toute façon nous ne mettons jamais sur l'espace public, bien sûr, pour témoigner de ce qui se passe et pour documenter ce qui se passe. Possibilité de rester au-delà de la dispersion ou de la fin de la manifestation
pour voir justement comment s'opère la dispersion, parce que c'est parfois là qu'il y a des dérapages ou des dérives, et tant du côté des manifestants que du côté parfois des forces de l'ordre, et garantie de ne pas être inquiété ou entravé dans sa mission. Le Conseil d'État a en effet retoqué ce qui était dit du statut des journalistes et on attend toujours une décision beaucoup plus claire en termes de réglementation sur le plan juridique sur le statut officiel des observateurs indépendants. La difficulté à laquelle on se heurte, c'est que Gérald Darmanin, lorsqu'il était encore ministre de l'Intérieur, et sans doute son successeur a peut-être le même projet, Gérald Darmanin aurait bien vu de créer un corps d'observateurs dépendant du ministère de l'Intérieur. Mais évidemment, dans ce cas, il ne serait plus indépendant. Et au niveau de toute la législation internationale de promotion de la démocratie et de défense des libertés fondamentales, les observateurs non indépendants ne sont pas considérés comme fiables. Donc, on essaye d'obtenir vraiment un statut précis des observateurs indépendants. On est en chemin pour l'obtenir, mais Frédéric complétera, ce n'est pas encore tout à fait acquis. Alors, Frédéric, ça fait tout à fait le lien avec une question que je souhaitais vous poser. C'est justement sur la reconnaissance du statut d'observateur indépendant, sur la question des relations, là, non pas avec les forces de l'ordre directement, non pas avec les préfectures, mais directement au niveau national avec le ministère de l'Intérieur. Comment, de quelle nature sont ces relations et dans quel sens évolue votre combat pour la reconnaissance du statut d'observateur et comment ça évolue, c'est-à-dire avec, il y a eu un changement de ministre de l'Intérieur avec la passation entre Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Est-ce que vous avez noté des évolutions et si oui, lesquelles? Alors, depuis l'arrivée de Retailleau, en tant qu'observateur, j'ai pas vu pour l'instant, ça pourra venir parce qu'il y a des choses qui sont dans les tuyaux sans doute, de modifications. Par contre, donc en tant qu'observateur, le ministère de l'Intérieur ne nous reconnaît pas tout à fait notre statut d'observateur. Ils sont un petit peu gênés aux entournures parce qu'on est quand même reconnu au niveau international, notamment par une institution qui s'appelle le BIDDH, Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme, qui fait partie de l'OSCE. Voilà. Et du coup, ce qui a donné quand même ces décisions du Conseil d'État dont a parlé Brigitte, qui a justement cassé, ou demandé au ministère de l'Intérieur de redevoir le SNMO par rapport notamment au statut de la presse, leur permettant de rester notamment, alors je vais y revenir après qu'il y ait eu un ordre qu'il y ait eu des sommations, et qui demandait à ce qu'il en soit de même pour les observateurs indépendants. Dans le SNMO, finalement, le ministère de l'Intérieur n'a reconnu que la presse, pas les observateurs indépendants. Donc, voilà, du coup, on est un petit peu entre deux eaux. Et effectivement, Gérald Darmanin, lui, ce qu'il souhaiterait, c'est qu'il y ait des observateurs qui soient reconnus un petit peu avec une carte de presse, mais qui soient habilités par le ministère de l'Intérieur. Donc, ce qui est complètement en contradiction avec le statut international des observateurs, qui par définition sont indépendants du pouvoir. C'est important qu'on puisse être reconnu, un petit peu comme la presse, parce qu'à partir du moment où il y a des sommations, ça veut dire que, normalement, nous ne devons pas rester,
dans le sens, si on est manifestant, ça devient un attroupement et là, avec, justement l'accumulation de quelques lois, la personne qui reste après les sommations, commet un délit. Donc, si on a un statut spécial en tant que membre de la presse ou en tant qu'observateur, on peut rester à observer. Sinon, on est considéré comme un observateur lambda et on peut encourir, c'est pour ça que Patrick parlait tout à l'heure du risque de se retrouver en garde à vue. À ce moment-là, on n'obtempère pas, on fait face, enfin, on refuse de suivre ce que la police nous demande de faire. Et à ce moment-là, effectivement, on devient délinquant. Alors Patrick, vous voulez intervenir? Existe sur notre statut. Donc, donc en observation, on est aussi, on a toute une liasse de papier, donc avec notre charte de déontologie, mais aussi la copie de l'arrêté du Conseil d'État qui nous met au même niveau que la presse. Donc c'est déjà en cas d'arrestation notre première arme, enfin notre premier argument à sortir à l'officier de police judiciaire qui peut nous signifier une garde à vue, qu'on est tout à fait habilité à être là, puisque le Conseil d'État l'a reconnu, même si le SNMO n'a pas été révisé depuis. Alors, il y a une question de Fatriouk sur le chat. On observe aussi une porte ouverte sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour des systèmes de sécurité. Est-ce que vous anticipez que cela servira pour encadrer les manifestations, cette utilisation de l'intelligence artificielle, notamment avec la surveillance algorithmique et le traitement algorithmique de la vidéosurveillance? Et comment pourrez-vous l'appréhender, vous, en tant qu'observateur? Frédéric, je ne sais pas si c'est une question que vous aviez travaillé d'ores et déjà. Alors, non, pas directement. Alors, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les manifestations, elle est en train de se mettre en place, hein. On voit quelqu'un comme Estrosi qui a commencé à le faire, hein. Alors, ça, c'est une grande loi aussi. On commence à faire des choses avant que ce soit légal, puis après on dit qu'on fait des expérimentations, puis après on les met en place. Ça s'est fait notamment pour l'usage des drones, hein. Monsieur Estrosi avait commencé, le préfet de Nice avait commencé à l'utiliser avant que ce soit légal. Donc là, j'ai envie de dire, c'est dans les tuyaux. Alors, c'est vrai que moi, je vais peut-être pas aller plus dans le détail. Si vous voulez plus d'informations, il y a un collectif qui s'appelle Technopolis, hein, et qui comprend, notamment la Quadrature du Net et la LDH et du coup, ils sont en veille par rapport à tout ça et c'est vrai qu'on essaie de se battre contre tout ça, mais on verra bien ce que va dire l'avenir, mais c'est d'ores et déjà dans les tuyaux. Alors nous, en tant qu'observateurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire si tout ça c'est légalisé? Eh ben, on va continuer à faire nos observations et à regarder tout ça. Et vont être les conséquences? Ça va être que les gens vont être fichés et de plus en plus fichés. Et du coup, les gens pourront être interpellés a posteriori après les manifestations. Oui, on vous entend, Brigitte. Oui. Droits de l'homme à l'échelle nationale est en train d'aborder et ça a été aussi très documenté par Amnesty International. Et pour l'instant, ce que nous voudrions, c'est une interdiction de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre du maintien de l'ordre. Quand on fait les formations au niveau de la Ligue des droits de l'homme avec justement le BIDDH dont a parlé Frédéric, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme, ce sont des structures qui, à l'échelle européenne, sont chargées de promouvoir la démocratie et de surveiller que les libertés fondamentales sont respectées, y compris bien sûr le droit de manifestation qu'on appelle à l'échelle européenne le droit d'assemblée ou le droit de réunion pacifique. Et ce que nous disent ces institutions, c'est que les armes
utilisées pour le maintien de l'ordre en France sont considérées à l'international plutôt comme des armes de guerre qui ne devraient être utilisées et qui ont normalement été mises au point au départ pour ce fait, qui ne devraient être utilisées que contre des terroristes ou des gens vraiment dangereux. De même, la France utilise un gaz lacrymogène qui est celui qui a le plus haut niveau de toxicité. Et c'est aussi ce que nous voudrions faire ressortir en dialoguant avec les forces de l'ordre et ce que la Ligue des droits de l'homme et Amnesty International essayent de porter, c'est qu'on s'est habitué à l'idée que c'était normal d'avoir des LBD, toutes sortes de grenades, d'en avoir des toujours plus sophistiqués ou d'utiliser des gaz lacrymogènes, alors que normalement, cela relève déjà d'une stratégie qui devrait être une stratégie réservée à la guerre. Donc, l'intelligence artificielle est présentée comme une alternative qui permettrait peut-être de réduire, en anticipant davantage les problèmes, l'utilisation de ces armes, mais à nos yeux, elle ne fera que compliquer l'observation, le respect des libertés, et on n'a jamais vu en fait qu'un système remplace un autre. Sur le plan écologique comme sur le plan des libertés, les systèmes se, se superposent les uns aux autres, mais on garde toujours aussi les anciens systèmes. C'est comme si on nous disait que les policiers n'ont plus de matraque maintenant qu'ils ont des gaz lacrymogènes. Donc, c'est un vrai souci parce que pour nous, ça participe de l'escalade qui, en définitive, finit par rendre extrêmement complexe d'organiser une manifestation, d'inviter les gens à venir manifester parce que les manifestants ont de plus en plus peur et du coup, le durcissement du maintien de l'ordre finit par entraîner dans une escalade. Alors que ce que nous souhaiterions apporter avec les observations, dans un dialogue avec les pouvoirs publics, c'est vraiment une désescalade de la façon dont sont encadrées les manifestations dès lors qu'il y a de petites dérives ou des inquiétudes. Je vais totalement dans votre sens, Brigitte, avec justement ce qui a été aussi certainement l'une des dernières motivations à mettre sur pied un observatoire angevin des libertés publiques, c'est le niveau d'escalade de violence, en particulier de violence des forces de l'ordre à l'égard des manifestants, que nous avons tous et toutes pu observer pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et comment vous caractériseriez la répression policière et le nombre de blessés et même de mutilés à vie qui ont été justement blessés par les forces de l'ordre lors du mouvement des Gilets jaunes, alors que c'est quelque chose d'assez inédit dans l'histoire très récente, on va dire des dernières décennies, où on avait plus l'habitude de manifestations plus apaisées. Patrick, par exemple, est-ce que vous avez été marqué, même si vous n'étiez pas encore à l'époque à la Ligue des droits de l'homme, mais par le niveau de violence que nous avons tous pu observer, ne serait-ce que devant nos télévisions ou en entendant parfois les explosions de grenades offensives ou de Gli F4, par exemple, aux abords des centres-villes? Oui, bah, bien sûr, j'ai été marqué en tant que manifestant de voir des réactions disproportionnées, bien évidemment, hein, et en tant que militant pour les droits de l'homme, hein. Et bon, je suis plus de première jeunesse, moi j'ai 64 ans, hein, donc j'ai connu des manifestations quand j'avais une vingtaine d'années qui étaient nettement plus violentes, hein, où les forces de l'ordre étaient attaquées beaucoup plus violemment, hein, des manifestations de sidérurgistes, d'agriculteurs, etc. Et je me souviens aussi quand j'étais à Paris, des manifestations contre la loi de Vaquet et autres. On n'avait pas un niveau de violence comme ça, de réaction aussi importante de la part des forces de l'ordre. Alors, je crois savoir que Somat, notre régisseur,
brûle d'envie de nous montrer un extrait. Non, 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 d'accord, d'accord. Il me fait le nom de la souris. D'accord. Donc, je vais enchaîner avec vous, Frédéric, sur le rapport que vous avez donc rendu public en janvier 2025, il y a 2 mois, et sur les recommandations plus spécifiquement les recommandations que vous formulez suite justement à l'ensemble des observations et des synthèses des minutiers, des synthèses des événements et des manifestations que vous avez pu couvrir. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous rappeler quelles sont ces recommandations? Oui, alors ce que j'aurais voulu rajouter quand même à ce qu'a dit Patrick, Oui. c'est qu'en fait, cette montée de la violence, enfin de ce qu'on a pu observer et la montée de l'escalade finalement, dans le maintien de l'ordre, ça s'intègre aussi avec, une accumulation de lois qui ont permis un certain nombre de choses. Depuis, cette fameuse, loi de sécurité intérieure, qui faisait suite, je crois que c'est loi de sécurité intérieure, hein, si je me trompe pas, de 2017, hein, qui fait suite, à je ne sais combien de lois du coup, d'état d'urgence. Voilà, on s'est habitué finalement à avoir des restrictions de nos libertés, qui fait que finalement on finit par accepter un certain nombre de choses euh, qui nous, enfin en tant que Ligue des droits de l'homme, en tant qu'ATTAC, en tant qu'ACAT, nous questionnent fortement. Et du coup, on en voit le résultat avec ce que peuvent faire finalement les forces de l'ordre, qui le font finalement en toute légalité. Donc voilà, c'est aussi un questionnement. Alors, Juste pour revenir à votre question, entre parenthèses, il y a CD Delru qui dit il est évident que cette violence d'État est organisée pour que les gens hésitent à manifester. Est-ce que vous seriez prêt à souscrire à ce constat, à cette analyse? C'est en tout cas un des résultats. En effet, lorsqu'on en parle avec les syndicalistes ou parfois dans nos réseaux, euh, oui, il s'installe une hantise. Et on s'est demandé d'ailleurs à un moment si les observatoires et les rapports qu'ils génèrent n'allaient pas être contre-productifs et donner l'impression que les choses se passaient forcément mal. Mais en même temps, c'est notre rôle d'accompagner l'évolution du maintien de l'ordre et puis de pouvoir dire quand ça se passe très bien. Par exemple, on a observé les défilés du 8 mars, journée de lutte pour les droits des femmes. Il n'y a jamais de problème, à Angers en tout cas, il n'y a jamais eu de problème lors de ces défilés. Certaines marches climat se sont extrêmement bien passées sans aucun problème et il n'y avait quasiment aucune force de l'ordre déployée. Donc, il faut aussi dire aux gens qu'il y a majoritairement, les manifestations se déroulent bien. Merci effectivement de le rappeler. Et donc Frédéric, j'enchaîne avec justement comment être utile et ne pas être trop alarmiste, mais pour revenir sur les recommandations que vous avez formulées suite à plusieurs années de travail, quelles sont ces recommandations et à qui elles s'adressent? bah, elle s'adresse essentiellement à la préfecture, hein, et du coup, au pouvoir exécutif en fait, hein, puisqu'il représente ça. Voilà. Et effectivement, pour rebondir, nous, ce qu'on a pu voir en observation, c'est vrai qu'à force d'être en observation, d'aller voir ce qui se passe quand on lance des lacrymos et tout ça, il y a une forme de routine, on s'habitue à tout ça. Et puis, au moment des manifestations retraite, quand les cortèges recevaient des pluies, c'est arrivé hein, quand même, des pluies de lacrymos, on entendait la colère des manifestants et c'est vrai que du coup, nous, ça nous re-questionnait. Effectivement, c'est pas normal. Et effectivement, des retours qu'on a eus, c'est des gens qui ne peuvent plus aller manifester, qui ne veulent plus aller manifester.
Les manifestations, on emmenait les gamins, on emmenait les bébés. Maintenant, on hésite fortement à y aller, même pour des petites manifestations simples. Bon, et quand même, aller quand même manifester, la plupart du temps, quand même, ça se passe bien. Et surtout en ce moment, après, on ne sait pas ce qui va se passer, mais pour l'instant, ça se passe un peu mieux. Alors, pour les recommandations, donc je les ai sous les yeux. Du coup, hop. Alors, une meilleure des décisions prises par la préfecture, que ce soit bien annoncé en amont pour qu'elles soient compréhensibles et accessibles par tous. En fait, ce qu'on a vu, c'est que parfois les parcours qui changent, les parcours qui sont interdits, les manifestations interdites, tout ça, les gens ne l'ont pas. Comme l'a dit Patrick, il faut aller voir ce qu'on appelle les RAA, les registres des actes administratifs. Et ça, personne n'y a forcément accès. Parfois, c'est dit au dernier moment. Et du coup, les gens ne savent pas forcément que la manifestation est simplement interdite. Donc ça, il faudrait peut-être que la préfecture s'organise pour que effectivement ces informations-là, au moins, après, soient connues suffisamment en amont. Et éventuellement, nous, à la Ligue des droits de l'homme, ça nous est arrivé, notamment au niveau national, de faire des référés pour des manifestations qui sont interdites et qui après ont pu être quand même, parfois au dernier moment, mais quand même autorisées. Que la communication entre les autorités et le public, dont les manifestants, soit améliorée dans la ligne des normes nationales et des recommandations internationales. Alors, identification du commandant, des fois, il faut aller le chercher, on ne sait pas qui c'est. L'insigne n'est pas toujours très visible, donc on ne sait pas qui est en charge du commandement. Et notamment ce qui avait été mis dans le cadre du schéma national du maintien de l'ordre. Normalement, il devait avoir des agents dédiés à la liaison entre les forces de l'ordre et les manifestants, qui s'appellent des ELI, équipes de liaison et d'information. Normalement, ces personnes devaient être présentes et favoriser ce dialogue-là. Nous, on constate qu'on ne les a pas souvent vus. Et parfois, ils sont présents au début de manifestation, et puis après, quand ça commence à être un petit peu plus tendu, on ne les voit plus. Voilà. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Alors, que le port du RIO. Alors ça, c'est le RIO, c'est ce qu'on appelle le référentiel des identités et d'organisation. C'est un petit identifiant, c'est un petit chiffre qui est visible normalement sur les agents de police ou les gendarmes, y compris les personnes de la BAC, quand ils sont en intervention. Pas tout le temps, mais quand ils ont leur brassard, normalement, ils devraient avoir leur RIO. Alors, déjà, il est petit, on ne le voit pas très bien quand il est visible. Et l'autre jour, il y a un agent qui avait en plus son gilet pare-balles, qui nous a dit: «Oui, j'ai le RIO». Mais du coup, il a ouvert son gilet pare-balles pour nous montrer son RIO. Il n'était pas visible, quoi. Donc, il le porte pas toujours, et quand il le porte, simplement, il n'est pas visible. Et voilà, c'est quelque chose qui est important. Ça paraît anecdotique, mais lorsqu'il y a des violences policières qui sont vraiment actées, le GIGN, par exemple, peut nous dire, pas l'IGPN, pardon, peut dire, on ne peut pas reconnaître l'agent parce qu'il n'a pas son RIO, donc on ne peut pas poursuivre. Donc ce RIO, il est important. Ensuite, les sommations. Hop, hop. Alors, il y a Afourage qui a loupé quelque chose. Effectivement, il a loupé un gros épisode. Il demande c'est quoi un RIO. Par contre, là, je sais vraiment pas. Bah, ça a été rappelé Alors, par Frédéric. référentiel des identités et de l'organisation. C'est un numéro qui est capable d'identifier un gendarme ou un policier quand il est en maintien de l'ordre. Alors, notamment. le RIO a Oui. été, il met Gérald Darmanin. Est-ce qu'il a le mérite, comme c'est un numéro, d'une certaine manière, de permettre d'identifier celui qui le porte si on fait des recherches,
mais évidemment, de rester anonyme, d'anonymiser la personne de façon que le simple quidam ne puisse pas identifier directement et individuellement un agent dans l'exercice de ses fonctions et chercher à lui nuire. Voilà. Donc le RIO, ça permet, s'il y a enquête, de remonter à l'identité réelle de l'agent qui est intervenu, mais ça n'est pas mettre son identité en pâture au public, comme parfois certains policiers le ressentent. S'ils ne le portent pas, c'est qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose qui va les trahir. Et normalement, c'est plutôt une façon de les rendre identifiables, mais justement sans les livrer en pâture à qui que ce soit sur l'espace public. Bien, ouais, effectivement. Et donc pour poursuivre sur les recommandations que vous formulez, puisqu'il y en a encore quelques-unes, il me semble. Frédéric, pour terminer, oui. Oui, que les sommations. Alors, on s'est rendu compte que les sommations, parfois, soit il n'y en avait pas, soit elles n'étaient pas audibles, ce qui fait que les personnes, ils se reçoivent de la lacrymo sans vraiment comprendre qu'ils pouvaient se disperser. Donc déjà, ça paraît essentiel que les sommations soient vraiment audibles. En fait, qu'il soit mis fin aux intimidations par les forces de l'ordre. Du coup, effectivement, on a parfois entendu dire, voilà, alors qu'on filmait, on a parfaitement le droit de filmer les forces de l'ordre quand ils sont en intervention, hein. À quelques exceptions près, voilà, quand en tout cas les gendarmes mobiles, les CRS et les BAC, quand ils sont en train de les agents de la BAC par contre, quand ils sont en train de faire du maintien de l'ordre, on peut tout à fait les filmer et oui, on nous a parfois demandé d'arrêter de filmer ou d'aller filmer ailleurs. Mmh. Et puis on a été une fois, visés par un LBD. Bon, c'est arrivé une fois. Mais effectivement, ça peut être une intimidation et par contre, on a vu plusieurs fois, les forces de l'ordre viser, des manifestants. Enfin, que l'usage de la force soit proportionné, gradué, bon ça, normalement, ça devrait toujours l'être, hein. Comme on l'a dit, parfois, quand on a une pluie de lacrymo qui est indiscriminée, qui va sur l'ensemble du cortège, là, il y a vraiment un usage de la force qui n'est pas proportionné. Donc ça, c'est évident, hein. Alors on en a parlé, que les observatoires soient reconnus et respectés, tout comme les journalistes, donc ça, c'est quelque chose qu'on continue à demander. Et puis, il y a toute la question, des contrôles d'identité en amont qui pour nous est pas enfin pour moi est pas claire du tout. Alors normalement, alors c'est toujours avec, cette loi, de sécurité globale qui du coup permet, parfois en amont des manifestations de procéder à des fouilles. Alors il faut que le préfet le demande, il faut que le procureur qu'il y ait une réquisition du procureur pour demander à ce qu'il y ait ce périmètre, de fouille. Mais alors, le problème, c'est que, alors autant les RA sont publics, autant les réquisitions du procureur, on n'y a pas accès. Donc on ne sait pas s'il y a ou s'il n'y a pas ça. Donc c'est un peu compliqué, pour nous de savoir, le périmètre de ces fouilles. Et puis après quand, pendant les fouilles, on prend, des masques, des liquides lacrymaux, ça pose vraiment question parce que c'est pas tout à fait des armes, même des armes par destination. Donc voilà. Voilà, je Merci. sais J'ai une pas dernière si question avant de vous laisser un mot de fin à chacune et chacun. Brigitte, je vous pose cette dernière question. Ces recommandations, vous les avez formulées, elles sont équilibrées, elles sont légitimes, elles sont justifiées. Maintenant, est-ce que vous avez bon espoir que les responsables du maintien de l'ordre les entendent? De la publication de notre premier rapport de synthèse, mais c'est pourtant ce qui fait la force de la Ligue des droits de l'homme. Et peut-être qu'à l'échelle nationale, on va finir par faire entendre que la France est engagée par suffisamment de traités internationaux qui promeuvent le respect des libertés fondamentales et la liberté d'expression
pour entendre enfin que le maintien de l'ordre est en train de dériver et qu'il faut revenir en arrière. Nous ne sommes pas du tout contre la police, et même dans le préambule de la Constitution, qui est la Constitution de 1789, il y a très vite à l'article 12 qu'on instaure une police, et c'est très clairement dit que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite de mettre en place une force publique qui est instituée pour le bénéfice de tous et non pas pour l'intérêt particulier de ceux auxquels elle est confiée. Et vraiment, je trouve qu'il faut relire cet article 12 du préambule et se rappeler que nous, c'est ce que nous souhaitons, une police qui soit au service de tous et qui ne soit pas instrumentalisée pour dissuader les gens d'aller manifester. Voilà. Et je crois que nous pouvons contribuer justement à plus de transparence et un meilleur fonctionnement de la police. Merci. Patrick, je vous laisse la parole sur un dernier mot sur justement à la fois l'expérience que vous avez accumulée et les perspectives peut-être de votre observatoire. Est-ce que vous continuerez à couvrir autant que possible? Est-ce que vous tenterez aussi de recruter, entre guillemets, de nouveaux observateurs? Et est-ce que vous serez sollicité aussi à l'avenir? Est-ce que vous souhaitez être sollicité à l'avenir? Bah, bien sûr qu'on va continuer à observer hein, tant qu'on peut, bien évidemment. Et bah, nous avons un rêve, hein, we have a dream, c'est de pouvoir être assez nombreux pour aligner 2, voire 3 équipes d'observation, d'observateurs sur une observation. Parce que bon, 3 personnes en tête de cortège ne voient pas tout. Donc l'idéal, c'est de pouvoir être dans différents secteurs de la manifestation et de pouvoir se déplacer et peut-être aussi, comme ça nous a déjà arrivé, de répondre à des appels. Ah bah tiens, il se passe telle chose à tel endroit et de pouvoir y aller, qu'une équipe puisse se détacher pour y aller. Donc bien sûr que nous voulons continuer à recruter et à organiser un observatoire qui soit performant. Merci. Et donc, Frédéric, je vous laisse le dernier mot, le mot de la fin. Euh, Quelle expérience aussi vous avez accumulée et quelles leçons tirées de cette expérience de l'Observatoire en juin des libertés publiques que vous avez participé à fonder et quel avenir aussi pour cet observatoire? Alors, bah, on va continuer d'observer, hein. Alors, on essaie effectivement de recruter. Si on a un peu plus de monde, ce sera bien. D'ailleurs, pour répondre à la question, vous avez nos coordonnées de l'observatoire sur notre rapport. Donc, vous pouvez nous contacter directement ou sinon via la LDH, via CAT, ils retransféreront. Au niveau de mon expérience, bon, moi, je suis assez, enfin, contente, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, je fière, on peut dire ça, fière d'avoir participé à tout ça et d'avoir ce rapport. C'est une petite pierre dans un édifice. En tout cas, enfin, ça permet de documenter et de savoir exactement ce qui se passe. L'intérêt aussi, c'est qu'on ne soit pas tout seul, hein. Ce qui se passe à Angers, c'est qu'une petite partie. On a parlé du RIO, par exemple. On fait partie donc de tout notre réseau qu'on appelle Interobservatoire, avec tous les observatoires qu'a cité Patrick en début de session là. Et du coup, ça permet par exemple euh, Nathalie Théiot, qui est actuellement la présidente de la Ligue des droits de l'homme, et a interagi justement avec le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, qu'elle a questionné par rapport au port des RIO, et lui ont dit, mais non, ça c'est une histoire qui se passe qu'à Paris. Donc on a sonné l'alerte dans tous les observatoires pour pouvoir faire remonter des photos, des observations, des témoignages, en disant, bah voilà, tel jour, il y avait tant de policiers, tant de gendarmes qui portaient pas le RIO. Et donc là, le ministère de l'Intérieur a été obligé de se rendre compte qu'effectivement, le RIO était très peu porté. Donc voilà, ça fait partie. Et du coup, ils ont été obligés de mettre en place un certain nombre de choses. Et effectivement, on se rend compte que le RIO, actuellement, en manifestation, n'est pas porté par tous, mais plus porté qu'auparavant. C'est
petite victoire, hein, ça paraît dérisoire, mais ça fait partie des choses qui permettent de faire avancer les choses. Voilà, on avance doucement. C'est vrai qu'on avance en ce moment, on a comme on parlait, de la technopolis et tout ce qui est en train d'arriver, on a un peu l'impression d'avancer à contre-courant, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à résister. Moi, ce qui me porte aussi, c'est des vieilles choses, hein, c'est quand même le droit international. Je pense que tout ce qu'on fait, ce que fait la Ligue des droits de l'homme, ce que fait, d'autres, ce que fait ATTAC, ACAT, on est porté vraiment par le droit international et hem, par par les déclarations, la Déclaration internationale des droits de l'homme notamment. Voilà, et c'est M très, très important. merci Enfin moi beaucoup. ça me porte, je pense que je suis pas la seule, mais moi ça me porte. Merci beaucoup Frédéric et Brigitte. Vous vouliez peut-être dire un tout dernier mot puisque vous parliez de fierté il y a un instant pour réagir aux propos de Frédéric. Euh, C'est-à-dire que vous faites un travail vraiment salué aussi par toutes les personnes qui ont participé à écouter cette émission hein, sur le chat. Il y a beaucoup de bravos, de félicitations qui vous sont adressées parce que effectivement vous faites un travail remarquable du fait en plus d'un investissement entièrement bénévole et sur votre temps libre, sur un temps qui évidemment n'est pas rémunéré, sur un temps que vous consacrez même pas à manifester, mais un temps que vous consacrez à observer des manifestations pour garantir les droits des manifestants. Vous ressentez une certaine fierté, j'ai l'impression, Brigitte. Oui, parce que moi, au départ, je n'étais pas du tout spécialiste de ces questions et je faisais partie des gens qui auraient pu dire, bah, je sais pas, j'y connais rien. Et notre fierté, c'est vraiment, Frédéric nous a beaucoup porté au départ, mais c'est vraiment euh, d'avoir appris peu à peu à maîtriser tous les aspects qui permettaient de monter un observatoire. Et bon, notre grand bonheur, ça a été d'intégrer aussi des observateurs comme Patrick, mais ils sont une douzaine maintenant. Et ça fait vraiment une équipe solide. Et notre deuxième fierté, c'est de nous dire, voilà, on a fait notre rapport et comme a dit très bien Frédéric, on apporte notre petite pierre à l'édifice et nous savons quand nous faisons ce travail que nous travaillons à long terme. Nous ne faisons pas un investissement immédiatement rentable, c'est un travail de grande patience parce que nous ne voulons pas être polémiques inutilement et nous voulons fonder les choses en droit. Et le droit, ça demande de prendre du temps. Et ça demande de lutter pas à pas pour être reconnu, pour faire reconnaître le droit. Mais c'est vraiment, voilà, le premier rapport de synthèse, on se dit, voilà, on commence à apporter nous aussi notre pierre à cet édifice inébranlable que représente le droit et l'état de droit. Merci infiniment à tous les trois d'avoir à la fois monté et participé à cet Observatoire angevin des libertés publiques et puis d'avoir participé à cette émission de la Gouline, la numéro 4, la 4e édition de notre émission d'Infoscope que vous pouvez donc retrouver d'ici quelques minutes en replay sur notre Twitch, Infoscope 21, sur YouTube dès demain ainsi que sur toutes les plateformes de podcast de streaming musical. Voilà, ce sera entièrement possible de retrouver donc cette émission en replay. N'hésitez pas aussi, évidemment, comme ça a été proposé par les personnes que nous avons interviewées ce soir, à rejoindre, à vous intéresser à ces différentes associations qui composent l'Observatoire angevin des libertés publiques, donc en l'occurrence l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, l'association ATTAC ainsi que la Ligue des droits de l'homme. N'hésitez pas à vous rapprocher de ces associations et à vous renseigner sur une possible implication de votre part, puisqu'il ne suffit pas d'être observateur présent dans les manifestations, il y a aussi tout un travail préparatoire, tout un travail après coup des observations. Et donc, c'est un travail qui est très important et qui permettra donc de continuer à vérifier
que le droit soit respecté, que les libertés soient respectées, que le droit de manifester puisse être consacré. C'était notamment l'angle d'un article que Adam, mon collègue d'Infoscope, avait écrit et publié il y a quelques semaines sur notre site infoscope.live. Et puis j'en profite aussi pour dire que sur notre site infoscope.live, dès maintenant, vous pouvez retrouver un article que j'ai écrit qui est totalement complémentaire avec cette émission d'entretien avec l'Observatoire angevin des libertés publiques, qui pose la question: est-ce que le droit de manifester est soluble dans le maintien de l'ordre? Est-ce que le droit de manifester, qui implique forcément un certain trouble à l'ordre public, est compatible avec un maintien de l'ordre qui tend justement à réduire le périmètre et la visibilité et le bruit des manifestations? Donc c'est une question que je pose et que je verse au débat dans un article à fort caractère éditorial. Voilà. Donc bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore à nos 3 invités d'avoir été présentes et présents ce soir pendant plus de 2 heures pour répondre à mes questions et aux questions du chat. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h pour la prochaine Gouline, la numéro 5, où nous parlerons, vous le découvrirez dans quelques jours, voilà, du sujet que nous aborderons, des sujets que nous aborderons dans la prochaine Gouline. Mais d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Allez, bonne soirée et à très vite. Au revoir. Au revoir Au et revoir. merci. Merci beaucoup. Merci.